Bonjour à tous, installez-vous, installez-vous. Je suis comme chaque année très heureuse d'être parmi vous et de vous voir toujours plus nombreux. Cette année, Vincent m'a demandé de vous parler du traitement du sinus pilonidal. Existe-t-il un traitement de choix? Vous savez qu'il n'y a pas de traitement consensuel et que de plus en plus de traitements émergent ces dernières années. Alors comment s'en sortir? Que dire aux patients? Comment choisir? On va essayer de débrouiller ça tous ensemble. Avant de parler des types de traitements, je vous rappelle qu'on ne traite pas tout le monde. En effet, les patients asymptomatiques qui ont simplement des microfossettes ne doivent pas être opérés, il faut simplement les rassurer. Et la maladie peut se manifester sous forme de surinfection de deux façons. Dans la moitié des cas, sous forme d'un abcès aigu, d'une collection purulente très douloureuse au niveau du sillon interfessier. Et dans ce cas, le traitement sera l'incision en urgence. Et je vous invite à vous former à réaliser ces incisions en consultation sous anesthésie locale. Ça prend 5 minutes et ça rend un vrai service aux patients. Très rapidement, ils vont être soulagés et ils vous remercient. En cas de premier épisode d'abcès, on peut s'arrêter là si l'évolution est favorable, puisque 60% des patients environ ne vont pas récidiver et vont être guéris de leur maladie. En cas d'abcès récidivant, en revanche, on va repratiquer une incision pour les soulager rapidement et cette fois, on va leur proposer une chirurgie programmée. Tout comme en cas de suppuration chronique, c'est-à-dire la deuxième manifestation de la maladie pilonidale, qui se manifeste sous forme d'écoulement purulent intermittent, soit au niveau des microfossettes, soit au niveau d'orifices secondaires sous-cutanés que vous pouvez voir sur cette photographie. L'objectif de notre chirurgie, ça va être d'éradiquer la totalité de la suppuration, de limiter au maximum les récidives. Autrement dit, on veut être très efficace. Mais on est de plus en plus exigeant et on veut également les suites les plus simples possibles, une reprise des activités rapides et un impact le moins important sur la qualité de vie. Et donc, à ce jour, il n'y a pas de traitement consensuel. On va essayer de voir comment choisir. Alors, pendant très longtemps, la chirurgie classique consensuelle, ça a été ça. L'exérèse à ciel ouvert avec une cicatrisation dirigée. Ça donne ce type de plaie. C'est pas forcément très douloureux, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Par contre, ça nécessite des soins post-opératoires très longs, quotidiens, voire biquotidiens, avec un délai de cicatrisation qui peut aller de 2 à 4 mois en moyenne, mais on a tous quelques patients qui traînent pendant plusieurs mois, voire plus d'1 an. Certains auteurs et certains chirurgiens pratiquent des exérèses avec fermeture. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a toutes sortes de techniques qui existent, des fermetures médianes, paramédianes, des lambeaux de rotation, des plasties. Tout ça avec comme intérêt de diminuer le temps de cicatrisation. Et on va rester sur des délais de l'ordre de 1 à 2 mois de soins post-opératoires et de nouveau ce retard de reprise des activités normales. Pour ce qui est des fermetures, on peut noter dans la littérature quand même peut-être plus de récidives et en particulier, il n'est plus recommandé de faire des fermetures médianes, mais de privilégier les fermetures paramédianes. Voici un tableau récapitulatif de ces chirurgies. Alors, comment choisir ? En pratique, je crois que si on propose une chirurgie d'exérèse à un patient, il faut faire ce qu'on sait faire. À Saint-Joseph, on fait principalement, ou on faisait, vous allez voir, des exérèses à ciel ouvert, avec une littérature hétérogène, mais globalement, retenez que ces deux techniques fonctionnent bien, avec des données à long terme qui montrent finalement peu de récidives. Mais vous voyez que les cicatrices peuvent être inesthétiques en cas de fermeture, qu'on a des délais de cicatrisation très longs, des soins post-opératoires assez lourds, et donc on ne respecte pas forcément ces suites simples, d'où l'émergence des traitements de mini-invasifs depuis plusieurs années maintenant. Alors je vais passer très rapidement sur ce que j'ai étiqueté comme ancienne technique mini-invasive. La phénolisation, on ne peut plus la pratiquer en France, le phénol est interdit puisque c'est très toxique. La colle, globalement, ça ne fonctionne pas. Le pit picking, c'est vraiment ancien. Un petit mot quand même sur la sinusectomie, c'est le fait de retirer le sinus, mais cette fois-ci, on va se contenter de retirer le sinus et ses prolongements sans faire une exérèse large autour du sinus pilonidal. Grosso modo, il y a quand même plus de récidives qu'avec une exérèse, donc pas forcément à privilégier. Et pour ce qui est de la sinusotomie, que pratiquent encore pas mal de praticiens, également appelée la mise à plat, il s'agit juste d'ouvrir la peau en regard du sinus, d'aller gratter le fond de la cavité, de bien la nettoyer. Et effectivement, on va avoir des soins post-opératoires moins longs, encore une fois 1 à 2 mois, une plaie plus petite et assez esthétique, mais tout de même des soins post-opératoires quotidiens. Ces techniques sont beaucoup moins pratiquées que celles dont je vais vous parler. Et donc, je viens rapidement aux nouvelles techniques mini-invasives et on va commencer chronologiquement finalement par le traitement endoscopique. Alors, il y a beaucoup de gastro-entérologues dans la salle et connectés. On a l'habitude d'utiliser des endoscopes. Cette fois-ci, c'est un fistuloscope. Donc, c'est un endoscope rigide qu'on va insérer via les microfossettes qu'on peut cureter, élargir pour accéder à la cavité. Et on va avoir 2 phases. Une phase diagnostique qui va consister à identifier le trajet, tous les trajets secondaires, et une phase thérapeutique où on va aller nettoyer la cavité,
retirer tous les débits brillaires, les tissus de granulation, etc., irriguer. Puis on va cautériser à l'aide d'une sonde monopolaire qui va être insérée à travers le fistuloscope les pseudoparois du kyste ainsi que ses prolongements. C'est une technique qui est validée, c'est à peu près depuis 2014, je crois, les premières publications. Les taux de guérison sont importants, de l'ordre de 90%, et ça augmente si on refait un traitement endoscopique. Et quelques études ont comparé, mais attention, avec un niveau de preuve assez faible, ce traitement endoscopique aux techniques chirurgicales, avec a priori pas de différence en termes de taux de récidive, mais sur des reculs très courts, donc méfiance sur les données à long terme, et peu de complications. Par contre, c'est le traitement endoscopique, une technique qui est quand même assez longue. La durée opératoire, c'est 45 minutes, 1 heure. Ça dépend un peu des opérateurs. Il faut se former. C'est pas si simple. On peut faire des faux trajets puisque l'endoscope est très rigide. Et l'accessibilité est limitée par la disponibilité du matériel et son coût. Et en France, ça n'a pas trop pris par rapport au deuxième traitement dont je vous parle là, qui est le traitement par laser, donc vous avez en général, dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Silac, Silate, il a plein de petits noms. C'est ce qu'on pratique le plus à Saint-Joseph. On va réaliser une exérèse des microfossettes et des orifices secondaires le plus souvent à l'aide d'un punch à biopsie cutanée. On accède à la cavité à travers tous ces orifices et on va la cureter. Et cette fois-ci, on est à l'aveugle. Mais c'est le même principe que l'endoscopie, à l'aveugle. Donc on utilise souvent des curettes, des pinces, on irrigue. Et ensuite, on va placer la fibre laser dans la cavité, à travers tous les orifices, et on va retirer cette sonde progressivement pour coaguler les berges et en tout cas délivrer de l'énergie, ce qui va permettre d'entraîner une réaction inflammatoire fibrosante et que le trajet et les orifices se ferment dans un second temps. C'est une sonde à émission radiale, donc elle envoie des ondes sur 360 degrés avec une pénétrance tissulaire qui est limitée de l'ordre de 2-3 mm pour éviter la diffusion au tissu adjacent et donc les complications. Et le réglage, il n'y a pas de réglage consensuel. En général, on se met autour de 10 watts. Et pour la longueur d'onde, je ne rentre pas dans le débat parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Ça fonctionne bien. Il y a quand même pas mal de données pour le laser. Alors, c'est encore une fois des études avec des faibles niveaux de preuve. Mais vous voyez ici une revue sur presque 1000 patients avec un taux de succès de 90%, bémol avec un suivi médian de 12 mois, donc peu de récidives à 1 an, 4%, quand même 10% de complications, mais qui étaient des complications bénignes à type d'infection et d'hématome qui n'ont pas nécessité de reprise chirurgicale. Et voici notre expérience saint-joséphienne. Sur cette étude rétrospective sur un peu plus de 100 patients, on avait un taux de succès de l'ordre de 80%, donc très, très satisfaisant finalement, avec surtout des suites opératoires extrêmement simples. Le délai de cicatrisation médian, c'est à peu près 20 jours, donc c'est pas rare qu'on revoie les patients à 2-3 semaines et qu'ils soient déjà complètement cicatrisés. Des complications post-opératoires, quasi aucune. Un délai de retour aux activités de l'ordre de 3 jours, plus ou moins 2 jours. Donc en fait, on fait quasiment pas d'arrêt de travail. Le VA maximal post-opératoire était de 2. Et très intéressant, un taux de satisfaction des patients encore plus élevé que le taux d'efficacité. C'est-à-dire qu'on voit quelques patients qui effectivement sont en échec. Et souvent, en fait, ils nous demandent de refaire un laser. Ils veulent surtout pas la grosse cicatrice. Et donc, il y a eu un réel changement de paradigme dans le service. Vous voyez qu'en 2017, en rouge, on faisait 100% d'exérèse à ciel ouvert finalement. Et actuellement, les patients nous demandent de faire des lasers, même quand on leur expose les deux techniques. Et donc actuellement, on fait principalement des traitements par laser. Un petit mot sur la radiofréquence. C'est exactement le même principe que le traitement par laser. Simplement, on va utiliser une sonde de radiofréquence qui émet des ondes électromagnétiques à très haute fréquence, un peu comparable à celle des micro-ondes. Petit avantage, on a plusieurs calibres de fibres. On peut utiliser 7 ou 9 French. Le réglage de puissance est unique, 25 watts, et la pénétrance tissulaire est la même que pour le laser. Et le concept, c'est exactement la même chose. Donc, c'est très facile à pratiquer. Il n'y a pas cette courbe d'apprentissage comme pour le traitement endoscopique. Il y a beaucoup moins de données dans la littérature. Je vous donne en avant-première les résultats d'une étude pilote menée par Nadia Fatala dans le service, en monocentrique du coup et prospectif, avec un recul de 6 mois. On avait 44 patients assez sévères, puisque 38% avaient déjà été opérés par une autre technique. La durée d'intervention était de 12 minutes en médiane. Quasiment pas de complications précoces, aucune reprise chirurgicale, un taux d'efficacité qui est similaire, donc 77%, 9% de récidive à 6 mois, ça peut paraître élevé quand même, mais un taux de satisfaction toujours très important, de l'ordre de 75%. Alors, le traitement endoscopique en France, on ne le pratique pas beaucoup, je pense principalement du fait de la disponibilité du matériel, de l'absence de remboursement. Et pour Saint-Joseph, je pense que la durée opératoire nous limite également. Et c'est vrai que par rapport à un laser ou une radiofréquence qui dure 10-15 minutes, ça peut paraître un petit peu long. Je ne parlerai pas des autres traitements un petit peu à la marge, mais j'aimerais vous toucher un mot de quelques traitements adjuvants.
en particulier l'épilation définitive par laser. Donc là, ce n'est pas le même laser, on est d'accord. C'est un laser utilisé par les dermatologues pour retirer les poils. On sait que la maladie pilonidale, c'est une maladie du follicule pileux. Donc ça paraît logique de s'intéresser à la question et les patients nous posent la question en consultation. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des données principalement rétrospectives, donc avec des faibles niveaux de preuve de nouveau, des suivis qui sont assez hétérogènes dans le temps. Et globalement, on a l'impression que les récidives sont peut-être peu fréquentes. Ce qui est intéressant, c'est parmi les études comparatives de voir qu'on montre une diminution du taux de récidive par rapport à la cohorte de patients sans laser. Et on sait par contre que l'épilation définitive laser, c'est mieux que les autres traitements, en particulier le rasage. Vous voyez cette étude parue l'année dernière qui montrait moins de récidive à 1 an de moins de 23% dans un groupe épilation laser versus rasage. Donc, on peut le conseiller. Vous savez que la limite, c'est principalement le prix, puisque ce n'est pas remboursé. Et puis, quel timing proposer aux patients? On ne peut pas faire une épilation laser en plein épisode d'abcès. Il faut plusieurs séances, vous le savez, étalées dans le temps, donc c'est assez long, mais ça peut être une piste intéressante. Et je vous dis rapidement un petit mot sur les thérapies cellulaires. Les injections autologues de cellules souches adipocytaires, c'est encore de l'ordre de la recherche, on va dire. Pour le PRP, on a un petit peu plus de données. Vous voyez ici cette méta-analyse avec 8 essais contrôlés randomisés quand même, et une étude de cohorte prospective sur plus de 800 patients qui montrait en traitement adjuvant une diminution des douleurs, des effets indésirables et une cicatrisation plus rapide. Attention, on n'est pas non plus sur quelque chose d'incroyable, ça réduisait le délai de cicatrisation de quelques semaines. Mais c'est intéressant. Et donc pour terminer, je vous propose cet algorithme de prise en charge quand vous avez un patient avec un sinus pilonidal infecté. S'il se manifeste sous forme d'un abcès aigu, il faut réaliser une incision en urgence et je vous invite à la faire en consultation et pas forcément à la faire au bloc opératoire. Nous, on la fait tout le temps en consultation. Ça soulage immédiatement les patients, on gagne un temps fou et ils sont très reconnaissants. Et dans 60% des cas, il n'y aura pas de récidive, on s'arrête là. En cas de récidive, on refait une incision, bien sûr, pour les soulager. Et puis cette fois, on va leur proposer un traitement chirurgical sans urgence, comme dans le cas d'une suppuration chronique. Et là, comment choisir? Eh bien, je crois qu'il faut simplement leur exposer les deux possibilités et mettre un petit peu en balance la chirurgie qu'on va dire classique. Et là, j'ai regroupé l'exérèse plus ou moins fermeture avec la sinusotomie que je ne considère pas vraiment comme un traitement mini-invasif puisque les suites sont assez équivalentes, avec beaucoup de recul sur ces techniques, des taux de récidive faibles, versus une technique mini-invasive plus récente qui semble avoir des taux d'efficacité à peu près similaires, mais avec beaucoup moins de recul et un niveau de preuve plus faible, mais des suites opératoires et un retour aux activités beaucoup plus rapide. En cas de récidive, je crois qu'on se retrouve exactement dans la même situation. On peut tout faire. On peut, après une exérèse, refaire une exérèse, faire un laser. Après un laser, on peut refaire un laser, faire un traitement endoscopique. On fait un petit peu ce qu'on veut. Je crois que chez les patients qui récidivent, il faut se poser la question quand même, en cas de pilosité importante, de proposer une épilation définitive par laser, mais qui ne sera pas remboursée. Et la place de la thérapie cellulaire reste à définir. Voici les points forts de cette présentation et je conclurai simplement en vous disant que finalement, comme dans les autres présentations sur la pathologie hémorroïdaire, etc., le traitement de choix de la maladie pilonidale, c'est finalement la décision partagée du patient, c'est-à-dire un choix éclairé après information sur les différentes techniques qui existent. Je vous remercie pour votre attention. Des questions? Merci beaucoup. Juste des fois, j'ai l'impression qu'il y a des temps de récidive entre les épisodes qui sont très longs. À partir de quel délai de récidive tu dirais que c'est un peu comme si tu recommençais à nouveau et tu proposes pas l'opération directe? Genre s'il y a 5 ans entre les deux, est-ce que tu... Même 5 ans, c'est très long. Ouais. En pratique, je crois qu'un abcès, ça évolue très rapidement favorablement. Donc je dirais que si le patient, 2 mois plus tard, a de nouveau un abcès, alors qu'il a eu une période asymptomatique, je le considère comme une récidive. En fait, soit ton abcès guérit puis récidive, soit on reste sur quelque chose de chronique, mais dans tous les cas, ce sera une indication chirurgicale. Si par exemple, il vient par contre en urgence, tu l'incises, il allait un tout petit peu mieux, mais en fait, ça s'est refermé rapidement et on garde la même collection, dans ces cas-là, c'est le même abcès et il faut simplement le réinciser, optimiser le drainage. C'est clair ? Merci. Pendant la récidive, moi ça fait presque 47 ans de proctologie. J'ai un peu moins de recul. Et je reçois des kystes pilonidaux qui ont récidivé. Et à ce moment-là, j'ai trouvé presque 7 à 8 spina bifida, la forme mineure ou bien la forme occulta. Dans les récidives aussi, il faut y penser.
Oui, tout à fait. On n'en voit pas beaucoup. Je pense que vous avez beaucoup opéré alors, parce que c'est beaucoup quand même, mais effectivement, c'est rare. Il faut peut-être y penser plus souvent. Voilà, parce qu'ils opèrent le malade deuxième fois, alors qu'il y a un problème osseux au niveau de la vertèbre, sur la face postérieure de la vertèbre postérieure. Merci. Bonjour, merci pour ta présentation. Je voudrais demander si, quand tu fais le drainage de l'abcès, si tu laisses un drain. Quand on fait une incision, oui. Pas du tout. On prend un scalpel, on plante le scalpel et on fait que ça. Moi, d'habitude, je laisse un drain pendant 3 jours. Vous êtes chirurgien viscéral ? Voilà, on est gastro-entérologue. Et donc, en pratique, je vous assure que nos patients vont très bien. Ça prend vraiment 5 minutes. On leur dit, on ne fait pas de soins après une incision sous anesthésie locale. On leur dit de bien masser au pourtour de la plaie pour bien continuer à faire évacuer le pus. On fait volontiers une incision assez large, voire en croix, pour que ça ne se referme pas tout de suite. Et on leur prescrit juste des antidouleurs et un petit pansement absorbant, mais on ne fait pas de méchage et on ne laisse pas de drain. Mais je sais, ça choque toujours les chirurgiens. Merci Déborah. Avec plaisir.